La porte claqua. Pas un bruit sec et final, mais un son lourd et désespéré qui résonna dans le cœur d'Aminata. Dehors, 2 gardes au visage impassible l'observaient. Derrière eux, la vaste demeure, autrefois le symbole de son bonheur et de sa sécurité, semblait désormais une forteresse imprenable. À ses côtés, ses 2 jeunes enfants, Kader et Zara, agrippaient sa jupe, les yeux ronds d'incompréhension. Ils n'allaient pas en voyage. Ils étaient bannis. Madame, Monsieur Bakary a dit que vous et les enfants deviez déménager dans les quartiers des employés, déclara l'un des gardes, sans pitié. Les larmes brûlaient les yeux d'Aminata, mais elle refusa de les laisser couler. Mais, c'est la maison de mon mari. Les gardes haussèrent les épaules. Ces affaires sont maintenant celles de Monsieur Bakary. Nous ne faisons que suivre les ordres. En silence, le cœur brisé, Aminata prit la main de ses enfants et se dirigea vers le petit bâtiment délabré à l'arrière de la propriété. Bakary, le frère de son mari, l'homme en qui ce dernier avait placé une confiance aveugle, s'installait dans la grande maison. Et tout cela parce qu'Antoine, son mari, l'amour de sa vie et le père de ses enfants, avait disparu des mois auparavant, sans laisser de traces. Pourtant, il n'y avait pas si longtemps, la vie d'Aminata était bien différente. Elle était l'épouse d'Antoine Diallo, un homme dont le nom, Aoumé, la ville au cœur du pays, était synonyme de succès. Mais avant la richesse, Antoine n'était qu'un garçon pauvre, vendant des cacahuètes dans les rues avec un sac en nylon troué. Son père était mort jeune, laissant Antoine, sa mère et son jeune frère Bakary face aux difficultés. Antoine avait grandi vite, faisant tous les petits boulots, lavage de voitures, port de briques, cirage de chaussures. À 26 ans, il s'était frayé un chemin jusqu'à la capitale. À 30 ans, il avait bâti une petite société immobilière à la sueur de son front. Et à 40 ans, Antoine était milliardaire. Grosse voiture, grande maison, tout en grand. Pendant ces années de galère, une jeune femme nommée Aminata était restée à ses côtés. Simple, douce, respectueuse et très pieuse. Elle l'avait aimé quand il n'avait rien, l'encourageant par sa présence et le peu d'argent qu'elle possédait. Alors, quand Antoine décida de se marier, ce ne fut une surprise pour personne qu'il demande Aminata pour épouse. Mais avec les millions, Antoine commença à changer. Il pourvoyait toujours aux besoins d'Aminata, mais ne lui accordait plus autant d'importance. Il rentrait tard, froid et distant. Aminata servait ses repas en silence, avalant sa douleur. Le changement chez Antoine n'était pas dû à une autre femme, mais à un autre compagnon, son jeune frère Bakary. Bakary était partout où était Antoine, dans les réunions, les voyages, les événements. Et Bakary excellait dans l'art de l'adulation. Grand frère, tu es le roi. Boss, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Antoine l'aimait à la folie, se persuadant que Bakary était loyal, tandis qu'Aminata était trop douce, et que dans cette vie, la loyauté primait. Un après-midi, chez son avocat, ce dernier demanda négligemment, « Monsieur, pour votre bénéficiaire, dois-je mettre votre femme, Madame Aminata Diallo ?» Antoine rit. « Non, non. Mettez Bakary, mon jeune frère. C'est lui qui est toujours à mes côtés. » L'avocat hésita. « Mais monsieur, il est plus sûr de mettre votre femme, et vos enfants aussi. » La famille peut changer quand l'argent est en jeu, mais Antoine écarta la main fièrement. « Mon frère ne me trahira jamais. Le sang est plus épais que l'eau. » C'est ainsi qu'il fit de Bakary le bénéficiaire de tous ses biens. Il n'en informa même pas Aminata. Elle ne le découvrit que par accident, des mois plus tard, en l'entendant plaisanter avec des amis. « Tout ce que je possède est en sécurité. S'il m'arrive quelque chose, Bakary s'en chargera. Je lui fais confiance. » Une pierre froide s'abattit sur la poitrine d'Aminata ce jour-là. Elle voulut parler, mais se retint, se persuadant qu'il savait ce qu'il faisait, que cela ne signifiait rien. Antoine continua à vivre sa grande vie, confiant d'avoir tout sécurisé. Il avait construit un palais à Oumé, acheté des maisons dans la capitale et même à l'étranger. Mais pendant qu'il courait après l'argent et la gloire avec son frère pour acolyte, il perdait son foyer. Aminata se sentait seule, et ses 2 petits-enfants, Kader et Zara, devenaient distants. Ils ne voyaient leur père qu'une fois de temps en temps. Pourtant, Aminata restait, croyant qu'un jour, il se souviendrait de qui il était et reviendrait à la maison. Mais le destin en décida autrement.
Une nuit de pluie, alors qu'Antoine rentrait seul d'une réunion d'affaires sur une route déserte près de la capitale, il perdit le contrôle de sa toute nouvelle voiture. Le véhicule fit plusieurs tonneaux avant d'atterrir dans un fossé. Malheureusement, personne ne put l'aider immédiatement. La pluie tombait toujours, et son sang imbibait les sièges en cuir blanc. Quand un agriculteur de passage le découvrit et le conduisit dans un petit hôpital local, il était déjà tard. La mémoire d'Antoine était déjà partie. L'agriculteur n'avait pu que le sortir juste avant que la voiture ne prenne feu. Il ne se souvenait pas de son nom, de sa femme, de ses enfants. Ni de ses milliards. Les premières semaines après l'accident, personne n'eut de nouvelles d'Antoine. Aminata attendit le plus longtemps, assise près de la fenêtre chaque nuit, tenant son téléphone, priant pour un appel ou un message. Mais rien ne vint. À la place, Bakary, le jeune frère d'Antoine, commença à agir comme un homme qui attendait ce moment toute sa vie. D'abord, il convoqua une réunion de famille. Il s'assit dans le grand salon d'Antoine, les jambes croisées, sirotant du vin de fruits comme un nouveau roi. Tandis que les proches s'asseyaient, Bakary s'éclaircit la gorge dramatiquement. Frères et sœurs, faisons face à la réalité. Antoine est parti. Nous ne savons pas s'il est mort ou vivant, mais d'après toute indication, il nous a abandonnés. Maintenant, quelqu'un doit prendre les choses en main et gérer tout ce qu'il a laissé. Une tante fronça les sourcils. Mais nous avons sa femme, Aminata. Elle est là. Bakary ricana. Aminata n'est qu'une épouse. Elle ne comprend rien aux affaires. Elle ne pourrait même pas gérer une petite boutique, encore moins un empire d'1 milliard. Un autre oncle demanda prudemment. Mais attendez, qui Antoine a-t-il désigné comme bénéficiaire? Bakary sourit. Moi, bien sûr. D'ailleurs, les documents sont ici. Regardez. Son avocat a tout signé. Je suis maintenant légalement responsable. Il brandit les papiers comme un trophée. C'était une preuve suffisante, et personne ne pouvait contester Bakary ni changer quoi que ce soit maintenant. Ils acceptèrent donc en silence et rentrèrent chez eux. C'est ainsi que le drame commença. Dès le lendemain, Bakary changea les serrures des bureaux et des demeures d'Antoine. Aminata revint du marché cet après-midi-là pour trouver 2 hommes de sécurité postés devant son portail. Madame, Monsieur Bakary a dit que vous et vos enfants deviez déménager dans les quartiers des employés jusqu'à ce qu'ils décident quoi faire, dit l'un d'eux. Aminata cligna des yeux, pensant à une blague. Mais c'est la maison de mon mari. Ils haussèrent les épaules. Eh bien, Monsieur Bakary dit qu'il est maintenant le propriétaire. Nous ne faisons que notre travail. Aminata ravala les larmes. Elle entra, prit Kader et Zara, et s'installa dans les petits quartiers des employés derrière la maison principale, tandis que Bakary emménageait dans le palais. Dès ce jour, Aminata et ses enfants devinrent des étrangers dans la maison qu'elle avait aidé à bâtir. Ils n'utilisaient plus la porte d'entrée, ne pouvaient plus s'asseoir au salon, et n'avaient pas le droit de toucher au réfrigérateur, regarder la télévision ou même prendre de l'eau dans la cour principale. Les enfants, autrefois conduits à l'école dans les voitures de leur père, y allaient maintenant à pied, car Bakary avait saisi toutes les voitures. Et Zara, qui adorait les dessins animés, jouait maintenant avec des bâtons dans l'arrière-cour. Pour aggraver les choses, Safi, la nouvelle femme de Bakary, prenait plaisir à humilier Aminata et ses enfants. Chaque matin à 5 heures, Safi allait frapper à leur porte. « Réveillez-vous, les paresseux. Venez balayer ma cour avant le lever du soleil. » Aminata savait qu'il ne fallait pas refuser. Elle réveillait donc ses enfants, et ensemble, ils prenaient des balais pour nettoyer. Cependant, il n'y avait pas que Bakary et sa femme qui les traitaient comme des parias. Même le personnel domestique agissait maintenant comme s'il était invincible. Les membres de l'église commençaient à commérer à son sujet. Peut-être qu'Aminata était une mauvaise épouse, c'est pour ça qu'Antoine est mort. Elle a dû le frustrer avec son mauvais comportement. Et ses amis, qui l'admiraient autrefois, traversaient la rue en la voyant arriver. Mais malgré tout, Aminata ne se plaignit jamais, ne se disputa jamais. Chaque nuit, après que ses enfants se soient endormis sur le matelas mince dans les quartiers des employés, elle s'agenouillait près de leur tête et priait. « Dieu, je sais que tu vois tout. Je sais que tu entends même les cris que je ne pousse pas. S'il te plaît, combat pour moi et mes enfants. » Pendant ce temps,
loin de là, dans un petit village poussiéreux près de Coro, Antoine ouvrit les yeux dans la petite clinique. Il n'avait aucun souvenir de qui il était. Une vieille infirmière aux profondes marques tribales se tenait à ses côtés, souriante. « Dieu merci, vous êtes réveillé. Vous avez failli passer de l'autre côté. » Antoine ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ne connaissait même pas son propre nom. L'infirmière sourit et dit, « Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Nous vous appellerons Keta. Espérons que vous retrouverez bientôt la mémoire. » Au début, Antoine, maintenant Keta, était comme un bébé apprenant la vie à zéro. Il ne savait ni lire ni écrire, et il ne se souvenait de rien concernant les affaires, l'argent ou la famille. Maman Aïcha, la vieille infirmière, l'emmena dans sa petite maison faite de terre et de tôle. Elle lui donna un matelas, 3 vieux chemises et 2 pantalons. « La vie ici est simple, » lui dit-elle. « On travaille dur et on se rend heureux. » C'est ainsi que Keta commença à vivre une vie simple et pauvre. Il travaillait dans les champs des gens la journée, mais étonnamment, la nuit, il rêvait d'une femme en pagne bleu et de 2 enfants qui riaient en l'appelant « Papa ». Il se réveillait en sueur et confus. Il ne savait pas qui ils étaient, ni pourquoi ils étaient toujours dans ses rêves. « Peut-être suis-je veuf », pensait-il parfois. « Peut-être que ma famille est morte. » Il continua à vivre ainsi jusqu'à un après-midi chaud, alors qu'il aidait à réparer un tracteur pour un homme d'affaires en visite. La vie de Keta faillit changer. L'homme d'affaires, Monsieur Koné, était un gros client qui avait autrefois fait affaire avec Antoine dans la capitale. Tandis que Keta lui tendait une clé, Monsieur Koné le fixa. Quelque chose chez cet homme lui semblait familier. Le nez, sa façon de parler et l'autorité dans sa voix. Plus tard ce soir-là, Monsieur Koné murmura à son chauffeur, « Ce mécanicien, il ressemble exactement à Antoine Diallo, le milliardaire qui a disparu il y a plus d'1 an. » Le chauffeur rit. « Oubliez ça, patron. Ce mécano? Comment pourrait-il être milliardaire? » Et juste comme ça, Monsieur Koné décida de garder le silence. De toute façon, si c'était vraiment lui, c'était mieux ainsi. Cet Antoine l'avait traîné en justice pour une affaire de terrain à l'époque. Alors, débarrassons-nous des mauvaises herbes. Qu'ils pourrissent ici. Ainsi, le seul homme qui aurait pu révéler la véritable identité de Keta choisit la vengeance et le silence plutôt que la bonté. Pendant ce temps, à Oumé, la méchanceté de Bakary s'intensifiait. Il commença à vendre les voitures et les maisons d'Antoine, tandis qu'Aminata et ses enfants devenaient des domestiques à plein temps, balayant, lavant, cuisinant et se faisant insulter quotidiennement. Tout cela pendant que Bakary et sa femme Safi étaient assis dans le palais, buvant du vin cher et riant bruyamment. Parfois, Safi déversait exprès de l'eau sale sur le couloir juste après qu'Aminata ait fini de nettoyer. D'autres fois, elle appelait Kader et Zara pour porter de lourds sacs de course, les battait s'ils cassaient un œuf et criait « Rat paresseux !» Pas étonnant que votre père inutile se soit enfui. Les insultes perçaient comme des couteaux. Mais Aminata leur avait enseigné une chose, quand ils lancent des mots, ne leur renvoyez pas de mots, renvoyez des prières à la place. Ainsi, Kader et Zara apprirent à sourire même en portant des seaux plus grands qu'eux. N'ayant d'autre choix, Aminata lança de petites entreprises pour survivre avec ses enfants. Elle faisait frire des akaras au bord de la route et préparait aussi des boissons aux obos à vendre. Au début, les gens se moquaient d'elle. Regardez la femme du milliardaire, vendant maintenant des akaras comme une femme du peuple. Mais Aminata les ignora. Et un par un, les gens qui goûtaient ces akaras réalisèrent qu'ils étaient différents. Croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, avec juste ce qu'il fallait de poivre qui dansait sur la langue. Bientôt, les gens venaient de rues entières juste pour lui acheter. Et en quelques mois, elle économisa assez pour payer les frais de scolarité de ses enfants. Kader et Zara aussi s'épanouirent en petits champions. Kader commença à donner des cours particuliers à des enfants plus jeunes le soir pour un peu d'argent, tandis que Zara devint l'assistante d'un mini-mécanicien, aidant à gonfler les pneus et à changer les boulons. Leur souffrance avait révélé leur force secrète. Comme Aminata leur disait toujours, on ne brûle pas seulement dans le feu, on devient de l'or. Pendant ce temps, sans le savoir, la chute de Bakary avait déjà commencé lentement. L'entreprise de transport qu'il avait reprise commença à perdre mystérieusement des clients.
L'entreprise immobilière fut confrontée à de lourdes factures fiscales et à des poursuites judiciaires. Et même ses managers de confiance commencèrent à le voler. Il avait loué certaines des maisons d'Antoine, mais maintenant, ces mêmes locataires refusaient de payer leur loyer et vandalisaient même les maisons. Chaque matin, Bakary criait et maudissait tout le monde. Les gens du village me poursuivent. Vous portez malheur. Mais ce n'était que le début, car ces problèmes ne faisaient que commencer. En une semaine, son plus gros investisseur se retira d'un projet de 300 millions sans explication, et ses comptes bancaires furent soudainement signalés pour enquête en raison d'activités suspectes. Chaque projet qu'il touchait commençait à échouer. C'était comme si un nuage noir le suivait partout. Peu importe combien il criait, peu importe combien il était prudent, les portes ne cessaient de se fermer. Même sa fille, sa femme bruyante et ostentatoire, commença à se plaindre et à changer d'attitude. C'est comme ça que tu m'as promis la belle vie? Moi, je ne peux pas venir souffrir avec toi. Elle commença à rentrer tard, s'habillant avec élégance, refusant de dire où elle allait. Un après-midi, tandis que Bakary était à l'intérieur, calculant ses dettes, sa fille fit ses valises discrètement. Elle prit les bijoux, les dollars cachés dans l'armoire et même une partie des nouveaux appareils électroniques. Quand Bakary sortit et la vit traîner 2 gros sacs, il cria « Où vas-tu » Sa fille siffla bruyamment. « Je vais trouver un vrai homme. »« Tu es maudit. Tout ce que tu touches tourne mal. Tu ne peux même pas gérer la richesse d'un autre homme, comment pourrais-tu prendre soin de moi? Tu ne m'achètes plus de sacs et de chaussures de marque chaque semaine comme avant. Tu ne peux même plus financer mes voyages de luxe. Alors, à quoi d'autre sers-tu? » Avant que Bakary ne puisse la saisir, elle sauta dans un véhicule qui l'attendait. C'est ainsi que sa fille laissa Bakary seul dans le grand palais vide. Le même palais où elle s'était autrefois moquée d'Aminata et de ses enfants. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, et Antoine, maintenant connu sous le nom de Keita, était toujours très loin à Koro. Un après-midi, il était assis sous un manguier, réparant des motos. Tandis qu'il essuyait la graisse de ses mains, il sentit soudain un frisson glacial parcourir son échine. Pour la première fois depuis l'accident, un flash clair traversa son esprit. Il vit l'image nette d'une femme pleurant devant un portail, de 2 enfants frottant des sols et d'un homme riant et fermant des portes. Il laissa tomber la clé et se figea. Qui suis-je? Ce soir-là, après le travail, alors qu'il sortait de la salle de bain après sa douche, un puissant flash de mémoire le frappa comme le tonnerre. Il laissa tomber le seau, chancela en arrière et tomba. Maman Aïcha se précipita. « Keita, qu'est-ce qu'il y a ?» Quand il reprit conscience plus tard, une serviette froide était sur sa tête et maman Aïcha était assise près de lui, l'air inquiète. Il regarda autour de lui et ses yeux s'ouvrirent grands. « Où suis-je? Que fais-je ici ?» Maman Aïcha le regarda attentivement. « Keita, tu vis ici depuis des années maintenant. » Keita s'assit et se figea. « Non. Mon nom n'est pas Keita. Mon nom est Antoine Diallo. J'ai une femme, j'ai des enfants. Où sont-ils ?» Maman Aïcha sourit et poussa un soupir de soulagement. « Enfin, les morceaux de ton passé reviennent. » 2 jours plus tard, Antoine Diallo commença le voyage de Koro à Oumé. Il s'assit calmement dans un vieux bus, sans vêtements de luxe ni voiture. Il n'était plus qu'un milliardaire brisé avec un cœur brûlant. Tandis qu'il regardait par la fenêtre, d'autres souvenirs affluèrent. Le jour où il avait rencontré Aminata. Le jour où il s'était marié. Le jour où Kader avait fait ses premiers pas et le jour où Zara était née. Il serra le poing, le cœur brisé. Je les ai quittés. Je les ai abandonnés si longtemps. Mais plus maintenant. Cette fois, il ne revenait pas comme l'Antoine arrogant, mais comme un homme qui avait goûté la poussière et trouvé l'humilité. Dès qu'Antoine entra dans Oumé, plus rien ne semblait pareil. Ses panneaux publicitaires avaient disparu, le portail de son bureau était rouillé, et son nom était à peine mentionné. Il arrêta un chauffeur de taxi-moto et lui demanda négligemment, « S'il vous plaît, qu'est-il arrivé à Antoine Diallo ?» L'homme rit amèrement. « Ah, celui-là. Ils disent que l'homme est devenu fou et a disparu. Maintenant, son jeune frère Bakary l'a avalé et a tout pris. Mais il a dilapidé tout l'empire en quelques années. » Le cœur d'Antoine se serra.
Tout cela s'était passé pendant son absence. Quand il arriva devant le portail de son palais, son cœur faillit se briser. La propriété autrefois magnifique était vieille et mal entretenue, la peinture s'écaillait et la fontaine était sèche. Il marcha vers le portail. Il était fermé. Il frappa jusqu'à ce qu'un vieux gardien sorte, louchant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il rudement. Antoine parla doucement. « Je suis Antoine Diallo. » L'homme le regarda comme un clown et rit d'un air moqueur. « Antoine ? Pas possible. Regardez comme vous êtes devenu maigre. Même les fantômes sont mieux habillés que vous. Dégagez !» Antoine se tenait silencieusement, honteux. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, une voix s'éleva de l'intérieur. « Qui dérange encore ma paix ?» C'était Bakary, portant un survêtement et un débardeur blanc, tenant une grosse bouteille de bière. Le cœur d'Antoine se glaça. C'était le frère en qui il avait eu confiance. C'était le même frère qu'il avait désigné comme bénéficiaire et sous le nom duquel il avait mis tous ses biens. Le frère qui était maintenant assis comme un roi sur son trône. Bakary s'approcha du portail en titubant, mais quand il vit correctement le visage d'Antoine, il se figea. Sa bouteille tomba et se brisa. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Pendant une longue minute, il y eut un lourd silence. Puis Bakary cria, « Sorcellerie ! Esprit ! À l'aide ! Le fantôme de mon frère est là !» Il essaya de courir, mais Antoine saisit le portail et le secoua de toutes ses forces restantes. « Je ne suis pas un fantôme, Bakary. Je suis bien vivant et je suis revenu pour ce qui est à moi. » Quand Antoine entra dans la propriété qui lui avait autrefois appartenu, il fut encore plus choqué par ce qu'il vit. Son générateur cher avait disparu, son jardin de fleurs exotiques était sec et mort. Puis, ses yeux aperçurent quelque chose qui faillit le faire tomber. Dans un coin près des quartiers des employés, 3 petites tables pour Akara se dressaient sous un parasol. Derrière les tables, vêtues d'un pagne délavé et faisant frire des Akaras dans une marmite noircie, se trouvait Aminata. Sa femme. Sa reine. Kader et Zara étaient assis à proximité, éventant le feu et emballant les Akaras pour les clients. Quand Aminata leva les yeux et vit Antoine debout là, ses mains se figèrent. La cuillère tomba de ses doigts dans l'huile chaude. « Antoine ?» Elle cligna des yeux 2 fois. « Est-ce vraiment toi ?» Les genoux d'Antoine tremblèrent. Il s'avança, tomba sur les 2 genoux et baissa profondément la tête. « Aminata. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé. » Il pleura ouvertement et ses larmes trempèrent le sol. Cette nuit-là, Antoine ne se battit pas. Il n'appela pas la police immédiatement. Il emmena simplement Aminata et ses enfants dans une petite maison d'hôte à proximité. Il les fit s'asseoir et promit, « S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours. Je vais arranger ça. Je le promets. » Cette nuit-là, il resta assis sur la chaise et ne put dormir. Il pensa aux années perdues, à la douleur que sa famille avait subie à cause de sa négligence, et à la façon dont le frère en qui il avait confiance l'avait volé sans vergogne. Mais ce n'était pas le moment de s'apitoyer. C'était le moment d'agir. Le lendemain matin, Antoine revêtit un boubou blanc propre emprunté au propriétaire de la maison d'hôte et marcha d'un pas décidé vers le plus grand cabinet d'avocats Doumé. La réceptionniste faillit s'évanouir en le reconnaissant. En moins de 2 heures, des requêtes judiciaires d'urgence furent déposées, des rapports de police dépoussiérés, et des documents prouvant la fraude, le vol de biens et la mauvaise gestion financière furent compilés. Quant à Bakary, il n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Il était toujours à l'intérieur du palais d'Antoine, buvant du gin bon marché et planifiant de vendre un autre des terrains d'Antoine. Après tout, ils étaient toujours à son nom. À exactement 13 heures ce jour-là, un coup puissant ébranla le portail du palais. Avant que Bakary ne puisse réagir, 4 policiers à l'air sévère entrèrent dans la cour. « Monsieur Bakary Diallo, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol, usurpation d'identité et possession illégale de biens. » Bakary bégaya. « Officier, c'est une erreur. Je suis le propriétaire légitime de tout ici. J'ai des documents pour le prouver. » Mais quand il se retourna et vit Antoine debout derrière les officiers, Bakary tomba immédiatement à genoux. « Frère. S'il te plaît. Le sang, c'est le sang.
Pardonne-moi. J'étais confus. Je ne voulais pas. Antoine s'avança lentement, secoua la tête et cracha. Je regrette de partager le même sang que toi. Les policiers menottèrent Bakary brutalement, mais même alors qu'il l'entraînait, il criait toujours, « Frère! S'il te plaît, aide-moi. Souviens-toi, le sang est plus épais que l'eau. Je suis ton seul sang. » Au cours des semaines suivantes, tout ce que Bakary avait volé fut récupéré. Le palais fut rendu à Antoine. Les entreprises moribondes furent réenregistrées sous le vrai nom d'Antoine. Les comptes gelés furent débloqués, et le nom d'Aminata fut ajouté en tant que copropriétaire. Mais Antoine ne s'arrêta pas là. Il vendit le palais où toute la méchanceté s'était déroulée et acheta une nouvelle et belle maison où il emménagea avec Kader et Zara. Pour la première fois depuis des années, ils s'assirent tous ensemble à une table à manger, mangeant sans peur. Antoine commença à reconstruire son nom et ses entreprises à partir de zéro. Il traitait Aminata comme une reine, en public et en privé. Il s'excusait chaque jour, non seulement avec des mots, mais avec des actions. Et il ouvrit un grand espace pour l'empire d'Aminata, où elle employait des gens qui vendaient de la nourriture, des vêtements et d'autres articles. Kader et Zara furent envoyés dans les meilleures écoles, et Antoine s'efforça de compenser l'amour paternel qui leur avait manqué en étant intentionnellement présent dans leur vie. Quant à maman Aïcha, Antoine envoya des messagers à Koro pour la faire venir à Oumé, où elle devint l'infirmière et l'aide familiale. Chaque fois qu'Antoine se souvenait à quel point il avait été fier et stupide, son cœur se brisait. Car il savait qu'il avait eu de la chance d'avoir une seconde chance de corriger son erreur. Et s'il était vraiment mort ? Et s'il n'avait jamais retrouvé la mémoire ? Est-ce ainsi que son héritage aurait été effacé ? Est-ce ainsi que son frère aurait transformé sa famille en domestique tout en dilapidant sa richesse durement gagnée ? Vraiment, quand un homme refuse de protéger sa maison, il invite les vautours à s'asseoir sur son trône. Merci d'avoir regardé cette histoire. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Quelles leçons avez-vous apprises de cette histoire ? Partagez l'histoire avec vos proches et donnez un pouce bleu à la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt pour une autre histoire. Au revoir.